Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce lundi, le risque d'incendie était au maximum dans le sud de la France. Plusieurs départements n'y ont effectivement pas échappé. Ça brûle ce soir dans les Alpes-Maritimes du côté de Carrosse près de Nice. Les flammes ont ravagé des massifs de forêt dans le Luberon et en Corse. Nous ferons le point en direct sur la situation ce soir. Pas de haine, mais toujours une tristesse immense. 1 an après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, ses proches se confient. Une commémoration aura lieu mercredi sur place. Le projet de loi sur la moralisation de la vie publique examiné à l'Assemblée et un débat houleux en perspective. La suppression de la réserve parlementaire fait grincer des dents certains députés. 20 ans après la mort de Lady Di, pour la première fois, Harry et William livrent leurs confidences dans un documentaire événement. Le portrait d'une mère gaie et espiègle, extrait dans ce journal. Enfin, des taxis volants sur la Seine, des petits bijoux de technologie qui pourraient bien révolutionner les modes de transport. Des prototypes de ces bateaux hors du commun sont expérimentés actuellement. L'une de nos équipes a testé. Il aura parcouru plus de 500 hectares de forêt en quelques heures. Alors qu'une partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était en alerte maximale, un feu particulièrement violent a effectivement pris dans le massif du Luberon, dans le Vaucluse, attisé par le Mistral. Incendie aussi à Carrosse, près de Nice, où des habitants ont dû être évacués. Charlotte Gillard avec nos équipes en région. Depuis les hauteurs de Nice, on aperçoit l'épaisse colonne de fumée. Attisé par des vents violents, le brasier menace la commune de Carrosse. Par tous les moyens, les pompiers tentent de le maîtriser, de protéger aussi cette zone pavillonnaire. Confinés jusqu'à nouvel ordre, certains habitants filment le balai des hélicoptères et des canadaires. Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs départs de feu se sont déclarés simultanément cet après-midi, comme à Auribeau-sur-Sagne. Ici, les sapeurs-pompiers sont parvenus à l'éteindre en moins de 2 heures. Mais ils craignent que le feu ne redémarre. Le dispositif qui est mis sur le terrain en conséquence est plus important et en espérant que le pire soit évité. À 170 km plus à l'est, une autre ronde de canadaires survole ce massif du Luberon. Le feu dévore depuis ce matin cette forêt sur la commune de la Bastidionne. Déjà 600 hectares ont été parcourus par les flammes. L'autoroute A51 a dû être coupée, ainsi que les liaisons ferroviaires Briançon-Marseille. On concentre tous les efforts évidemment avec les avions côté flanc droit et les troupes au sol côté flanc gauche pour le limiter dans sa propagation et faire en sorte que ces points sensibles ne soient pas atteints. 400 hommes sont mobilisés. Ce soir, l'incendie se rapproche de la commune de Mirabeau. Une centaine de maisons a été évacuée. Des habitants évacués donc à Carrosse près de Nice, des maisons menacées. On retrouve tout de suite Hélène France en direct. Quelle est la situation sur place à l'heure actuelle, Hélène ? Eh bien écoutez, la préfecture vient de déclarer que la zone du village de Carrosse était une zone à risque. Donc la nuit s'avère difficile. Le maire de Carrosse, lui, de son côté, appelle les habitants du village à rester confinés chez eux, surtout à ne pas prendre de voiture. Quant à ceux qui habitent des préfabriqués ou des caravanes, eux, ils doivent les évacuer de toute urgence. Je vous rappelle que pour le moment, on en est à 70 hectares de brûlés. Fort heureusement, aucun drame humain. En revanche, le bilan matériel commence à être lourd. Une maison, un garage, 3 voitures. On attend d'un instant à l'autre des renforts, à peu près 140 hommes, donc 2 colonnes de sapeurs-pompiers qui viendraient du Var. Merci beaucoup Hélène pour ces précisions. Situation délicate aussi dans le Luberon. Estelle Mathieu, vous êtes à la Bastidonne. Le feu progresse-t-il encore ce soir ? Alors plus on approche du feu et plus c'est spectaculaire, me confiait à l'instant un pompier du Vaucluse. Ce que je peux vous dire, c'est que le feu progresse très vite vers l'est sous l'effet du Mistral, vers la petite commune de Mirabeau. En ce moment même, des dizaines de camions empruntent la route départementale et se dirigent vers la commune de Mirabeau où une centaine d'habitations est actuellement évacuée. Depuis ce matin, 11h30, le feu a déjà parcouru près de 700 hectares dans ce massif forestier du Luberon, un massif très boisé avec heureusement peu d'habitations. Alors la grosse inquiétude ce soir, c'est ce Mistral qui ne faiblit pas et quelques pompiers me confiaient à l'instant qu'il faudrait probablement plusieurs jours pour maîtriser ce type d'incendie.
Et grosse inquiétude dans le Luberon. Merci beaucoup Estelle. Les pompiers luttent aussi contre les flammes en Haute-Corse, où un incendie s'est déclaré à la mi-journée à Olmeta di Tuda. Le feu a parcouru 900 hectares. Là aussi, des maisons situées à la périphérie sont menacées. Elles ont été évacuées. Des incendies qui se sont déclarés, je vous le disais, alors que le Var, la Corse, les Bouches-du-Rhône sont placés depuis hier en alerte maximale. Le Vaucluse depuis la mi-journée. On l'a vu, une simple étincelle peut provoquer l'embrasement. De nombreux massifs forestiers sont interdits d'accès. Une extrême vigilance est de mise. Nicolas Carvalho et Lou Cricorian. Sans relâche, ces bénévoles de la sécurité civile sillonnent ce massif du Var. Depuis ce matin, il est interdit d'accès en raison des risques d'incendie. Ces promeneurs hollandais égarés sont aussitôt rappelés à l'ordre. Aujourd'hui, le massif est fermé. It's closed. Fermé. Because it's very dangerous to fire. Le fire. Okay. Yes. Now we go out, Maintenant, nous allons partir le plus vite possible. Toute la journée, les bénévoles ont surveillé d'éventuels départs de feu depuis des postes de vigie. Dans les Bouches-du-Rhône comme dans le Var, 33 massifs forestiers sont interdits. On surveille les petits cabanons, on surveille les maisons, on regarde s'il n'y a pas de débroussaillage, s'il n'y a pas de fumée suspecte. Une sécheresse extrême et un Mistral très violent avec des rafales à 90 km/h. Des conditions propices au risque d'incendie. Dans les Bouches-du-Rhône, des renforts ont été mobilisés. Plus de 500 pompiers venus de 7 départements. En mettant 30 unités comme ça dans la nature, on crée finalement comme des casernes éphémères, le temps du risque. Et donc ça nous permet de mieux mailler le territoire. Ce soir, les Bouches-du-Rhône sont toujours classées en risque très sévère de feux de forêt, celui du Var en risque d'incendie exceptionnel. Et vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le front des incendies sur le site ou l'application France Info. Cela fera un an jour pour jour, mercredi, le 26 juillet 2016. Une petite ville de Normandie, Saint-Étienne-du-Rouvray, devient tristement célèbre suite à l'assassinat du père Hamel. Égorgé par 2 djihadistes, une cérémonie de commémoration aura lieu sur place après-demain. Un an après, des proches du prêtre ont décidé de sortir du silence. Pas de colère ni de haine, mais un chagrin immense. Sophie Neumeyer avec Lilia Melconian, Émilie Lecomte et Emmanuel Partouche. Un an après, Roselyne Hamel a accepté de se confier sur la mort de son frère, le père Jacques Hamel. Elle se trouvait à quelques centaines de mètres de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray lorsqu'il a été assassiné. Ils devaient partir ensemble en vacances quelques jours plus tard pour fêter sa retraite. Chaque matin, elle repense aux derniers instants de son frère. Pas de colère, pas de haine. C'est pas dans notre vocabulaire, c'est pas dans notre esprit. Mais j'imagine Jacques là-bas, étendu, avec ses blessures. Qu'est-ce qu'il a pensé au moment où il allait partir? A-t-il pensé, une fraction de seconde, à la tristesse que nous allions éprouver, puisque nous l'attendions à sa demeure? Une question qui la hante encore. Ici, devant l'autel où son grand frère est tombé, elle se souvient d'une discussion qu'ils ont eue quelques heures avant sa mort. Il discute avec nous 15 jours avant le drame qui était arrivé à Nice. Et elle disait, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? En même temps que je pense au drame de mon frère, je pense à tous ces massacres d'innocents du 14 juillet et puis du Bataclan aussi. Sœur Danielle se trouvait aux côtés du père Jacques Hamel au moment de la prise d'otage avant de s'échapper pour donner l'alerte. Un an après, elle ne cesse de penser aux terroristes. Je prie pour eux, mais bon, c'est tout. Hein. Je prie pour leurs parents, je prie pour eux, c'est tout. Mais je leur ai pardonné, mais je n'oublie pas. Sœur Danielle va témoigner au procès en béatification du père Jacques Hamel. Si la procédure aboutit, il sera alors considéré comme bienheureux. L'attente douloureuse des 277 salariés de l'équipementier creusois GMS. Une fois encore, le tribunal de commerce de Poitiers a reporté sa décision à lundi prochain.
Une seule offre de reprise partielle est sur la table avec le maintien de 120 emplois. On en parle tout de suite avec Julien Bigard en direct de la Souterraine. Et Julien, comment réagissent les salariés à ce nouveau report ? Eh bien d'abord, il y a eu des applaudissements un peu moqueurs suivis d'un abattement généralisé, même si forcément les salariés refusent de l'admettre. Nous avons suivi ici leur attente toute la journée. Certains étaient là depuis 8 heures du matin et beaucoup croyaient en une issue positive. Finalement, le sursis est prolongé. C'est une douche froide. Nous avons croisé des salariés l'air hagard. Nous avons à chaque fois l'impression de passer sur le grill, nous disait tout à l'heure leur avocat. Pourtant, ici, personne ne veut baisser les bras. Alors oui, il faudra bien digérer cette annonce avant une nouvelle semaine d'attente, une semaine de combat, car les salariés préviennent. Ils comptent maintenir la pression sur le gouvernement comme sur les constructeurs. Merci beaucoup, Julien. C'est l'un des chantiers prioritaires d'Emmanuel Macron, la moralisation de la vie publique. Le texte est examiné à l'Assemblée nationale depuis cet après-midi. Certains points font particulièrement débat. Exemple, la réserve parlementaire, cette enveloppe dont bénéficient les députés et les sénateurs au profit de leur circonscription. Faut-il la supprimer ? Les avis divergent au sein même de la majorité. Caroline Motte et Véronique Gorel. Il est l'un des députés les plus remontés contre la suppression de la réserve parlementaire. Le républicain Philippe Gosselin, élu dans la Manche. Pour lui, le travail de terrain des élus risque d'être gravement affecté. C'est quoi la réserve parlementaire ? Eh bien, c'est un peu d'argent, un petit coup de pouce, 1000, 1500 euros, donnés à l'association des parents d'élèves ou à la coopérative scolaire pour un déplacement pédagogique pour des gamins. C'est éventuellement l'achat d'un nouveau tatami pour le club de judo. Je trouve que c'est une méconnaissance du travail de terrain du député. Dans l'hémicycle, les débats s'annoncent houleux. Dès cet après-midi, la garde des Sceaux a tenu à préciser le rôle des élus. Je rappelle ici que si les parlementaires sont élus dans une circonscription, ils ne sont pas les élus de leur circonscription, mais ils sont ceux de la nation tout entière. La réserve parlementaire, c'est une enveloppe d'environ 130 000 euros par an et par élu qui leur sert à financer des projets locaux. Un système jugé opaque, voire clientéliste, que nombre de députés veulent voir disparaître. Tout simplement, il fallait mettre fin à cette pratique qui pouvait donner lieu à des dérives. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait forcément des dérives ? Pas du tout. Mais, comme je le disais, il faut supprimer les zones grises de la vie politique de notre pays et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'autres élus plaident plutôt pour une évolution de cette pratique. Il faut que l'ensemble des actions des hommes et des femmes politiques soient transparentes, mais également efficaces. Transparente, il faut modifier les conditions d'attribution de la réserve parlementaire, et efficace, il faut la maintenir. À l'issue des débats, la réserve parlementaire pourrait bien disparaître, alors que la réserve ministérielle, attribuée aux membres du gouvernement, n'est pas remise en cause pour l'instant. L'actualité internationale et direction la Turquie, où s'est ouvert aujourd'hui le procès de 17 collaborateurs du principal journal d'opposition indépendant. Mais ils ne sont pas les seuls incriminés. Plusieurs militants des droits de l'homme ont été arrêtés récemment. L'inquiétude monte en puissance face à l'érosion de la liberté d'expression sous le régime Erdogan. Laurence Naon et Vassila Kami. Fièrement, ils brandissent l'édition du matin. Nous ne resterons pas silencieux, affirmant le titre de presse Cumhuriyet. 17 de ces journalistes sont jugés depuis ce matin. Le pouvoir turc les accuse de terrorisme. Leur seul tort, avoir dénoncé les dérives autoritaires du président Erdogan et évoqué les liens troubles entre la Turquie et Daesh. Nous n'ignorons pas, nous n'acceptons pas que les droits de l'homme soient bafoués, que la critique soit étouffée, que la contestation soit brimée sans que personne n'en soit responsable. Parmi ces journalistes, Can Dündar, il a trouvé exil en Allemagne. Depuis ce matin, il est donc jugé par contumace. Oui, défendons juste nos infos, nos interviews, nos articles, nos tweets. Rien de plus. C'est du journalisme, pas du terrorisme. Reporters sans frontières s'inquiète du sort du journalisme indépendant en Turquie. Les journalistes sont totalement soumis ou placés en détention, ou leurs médias fermés, ou poussés à l'exil. C'est terrifiant à quel point Erdogan a réussi à placer une chape de plomb sur son pays. Au-delà des journalistes, c'est toute la société turque qui est muselée. 70 000 juges, avocats, intellectuels ont été arrêtés, plus de 100 000 fonctionnaires révoqués. Une purge menée par Erdogan depuis le coup d'État manqué il y a un an.
Ils maîtrisent absolument sans partage les institutions. On peut considérer qu'il n'y a plus de contre-pouvoir institutionnel en Turquie. Certains journalistes risquent jusqu'à 43 ans de prison en ce 24 juillet où la Turquie célèbre la liberté de la presse. Paris, capitale mondiale de la lutte contre le sida, une conférence internationale y réunit jusqu'à mercredi 6000 spécialistes. Malgré quelques signes d'amélioration de la situation, une personne est infectée par le VIH toutes les 17 secondes. Les associations craignent aujourd'hui un désengagement financier de la France et des États-Unis. Pascal Justice, Hervé Gutmann. Fred Bladou est un historique du sida. Il a contracté le virus du VIH il y a 31 ans et a connu toutes les générations de traitement. Aujourd'hui encore, il continue de prendre des antiviraux, mais n'a plus qu'un seul comprimé par jour. Vous avez quasiment plus d'effets ou beaucoup moins d'effets secondaires, en tout cas immédiats ou même sur le moyen terme. Et surtout, ils ont une efficacité qui est incroyable puisqu'on atteint très vite une charge virale indétectable, donc un virus qui est complètement assommé dans l'organisme. Des traitements moins lourds, mais qu'on doit prendre à vie, car on ne guérit toujours pas du sida 34 ans après la découverte du VIH. Ce qui tue les gens aujourd'hui, les seules personnes qui meurent du VIH en France aujourd'hui, ce sont les gens qui ne veulent pas savoir, qui ne se font pas dépister et qui ne prennent pas de traitement. Jusqu'à mercredi, Paris reçoit 6000 spécialistes du monde entier pour faire le point sur l'avancée de la recherche, tant en matière de traitement que de prévention. On a aussi des traitements qui permettent d'éviter de s'infecter par le virus si on est exposé. Mais on n'a toujours pas de vaccin. Et ça, c'est indispensable de trouver un vaccin si on veut mettre fin à l'épidémie de façon durable. Alors que le président Trump a annoncé son intention de réduire les financements concernant le sida, en France, associations et chercheurs s'inquiètent. Le fait qu'on n'ait pas vu hier le président Macron à la conférence n'est pas un bon signal. Et on espère que ça ne va pas se traduire par des baisses de financement. Pour répondre à leurs inquiétudes, Emmanuel Macron reçoit en ce moment même à l'Élysée les principaux acteurs de la lutte contre le sida. Prudence au volant lors de vos déplacements pour ces vacances. La mortalité sur les routes a fait un bond de 15,4% le mois dernier par rapport à juin 2016. 329 personnes ont perdu la vie. Ce sont toujours les comportements qui sont en cause. Bernard Apparis et Benjamin Bonte. En cette période estivale où les déplacements sont nombreux, la prévention routière tire la sonnette d'alarme. Pour la 3e année consécutive, le nombre de décès sur les routes augmente et les chiffres du mois de juin explosent, 15,4% de plus qu'il y a un an. Juin 2016 avait été une année exceptionnelle puisqu'on avait fait le plus bas mois de juin de l'histoire de la sécurité routière depuis qu'on mesure en fait les chiffres. Donc il y a un premier effet qui est lié à ça. Mais pour le reste, on voit bien qu'il y a une sorte de relâchement de certains comportements. Avec 3477 tués, le bilan annuel fait état d'une hausse de 1,1%, soit 40 décès supplémentaires. Un tiers de ces accidents est dû à une vitesse excessive et dans 29% des cas, une alcoolémie trop élevée est en cause. Piétons et cyclistes sont en première ligne. Ils représentent respectivement 16 et 5% des tués sur les routes. C'est vrai que quand on voit des conducteurs taper des textos ou regarder sur les réseaux sociaux, s'il arrive quelque chose, eux, il ne leur arrive pas grand-chose, peut-être un peu de carrosserie, mais ça peut tuer un piéton ou un cycliste. Le week-end prochain, 14 000 gendarmes et policiers procéderont à des contrôles renforcés sur tout le territoire. Une tentative pour mettre un frein à ces mauvais chiffres. En moyenne, 9 personnes meurent chaque jour sur les routes de France. Et toujours au chapitre des transports, ce soir, on s'intéresse à un nouveau mode de déplacement qui pourrait bien faciliter les trajets dans Paris à l'avenir. Des bateaux-taxis pas comme les autres sont testés en ce moment sur la Seine. Leur nom, les Sea Bubbles pour Bulles des mers. C'est notre dossier Futur Simple signé Olivier Poncelet et Noé Salem. Dans les grandes villes, comme ici à Paris, les déplacements sont une gageure, surtout aux heures de pointe. Ça n'avance pas, les routes sont engorgées et pourtant, il suffit de faire quelques mètres et là, juste en dessous, la Seine, elle, est complètement dégagée. On pourrait facilement s'y déplacer. Et c'est justement l'idée de ces taxis volants dont les tout premiers prototypes ont été testés ici au mois de juin.
Des essais concluants qui ont permis à leurs concepteurs de passer à la phase suivante avec un deuxième prototype, un deuxième bateau encore plus beau. Et pour voir ce second prototype, il nous a fallu aller dans ce hangar où a été fabriqué Solar Impulse, l'avion solaire qui a fait le tour du monde. Dans cet atelier suisse, tout est fait sur mesure avec les meilleurs matériaux, souvent composites, grâce au concours de designers issus de l'industrie automobile allemande. Et apparemment, au moment de la construction, cela complique tout. Qu'est-ce qui est compliqué, de mettre en géométrie, l'ajustage. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. C'est un peu plus compliqué qu'un bateau. C'est un mélange entre un bateau et une voiture. Donc ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Ce genre de détails n'arrête pas Alain Thébault, recordman de vitesse à la voile et inventeur de ces bateaux qui volent au-dessus de l'eau. Comme d'habitude pour ce projet, il n'a rien laissé au hasard. Thomas, avec les batteries, on est sur quelle masse au décollage ? 950 kg à vide. 950 kg à vide. On conjugue les techniques aéronautiques pour les ailes, le bateau, parce qu'il flotte à l'arrêt, et on est plus sur, on brouille un peu les codes, on est plus sur une automobile, vous êtes dans le Model T pour taxi. Donc en France et en Europe, vous aurez un pilote et 4 passagers. Et aux États-Unis, on vise une bulle complètement autonome. Avec pilote ou sans pilote, la grande innovation, ce sont les ailes du bateau, tout en carbone. Et ces ailes soulèvent la bulle. Elles travaillent dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air et à partir d'une certaine vitesse. Donc ces ailes développent une portance et à haute vitesse, vous n'avez que l'extrémité des ailes. Donc vous réduisez le frein et vous avez une autonomie plus importante. Démonstration quelques jours plus tard en Méditerranée. Ce dernier prototype est en fait une pré-série mise à l'eau ici au chantier naval de La Ciotat. Il effectue ses premiers tests ces jours-ci. Un volant comme sur une voiture, une double manette des gaz comme sur un avion. Et voilà, on vole au-dessus de l'eau. C'est normal. Voilà, tu redresses. Silencieux, le navire se comporte à merveille. Et toute la difficulté consiste à le faire voler à basse vitesse, car à Paris, à partir de septembre prochain, les Sea Bubbles vogueront à la vitesse maximum de Dineux, soit 18 km/h. Mais on les retrouvera ensuite à Genève, à Venise et même à San Francisco. À l'approche du 20e anniversaire de la mort de Diana, un nouveau documentaire événement sur la princesse sera diffusé ce soir en Grande-Bretagne pour la première fois. William et Harry y évoquent de nombreux souvenirs émouvants de leur mère, Stéphanie Déjà. Elle était une icône pour beaucoup d'Anglais. Mais qui était la femme derrière le personnage public ? Pour la première fois, ces deux fils livrent quelques précieux souvenirs de leur maman. C'est la première fois qu'on accepte de parler de maman. Et crois-moi ou pas, mais nous sommes bien tous les deux sur la photo. Tu es dans le ventre. Je pense que jusqu'ici, c'était encore trop à vif. Ça l'est toujours beaucoup. Lady Diana meurt à Paris dans un accident de voiture, il y a tout juste 20 ans. Ses fils ont alors 12 et 15 ans. Un drame familial qui devient national. Ses funérailles sont un émouvant adieu à la princesse rebelle et divorcée. À l'époque, la famille royale n'avait pas réalisé à quel point on tenait à elle. Au début, ils n'avaient pas prévu de funérailles nationales pour Diana. On a montré qu'on n'était pas d'accord. Elle représentait le côté humain de la monarchie. Les gens en Grande-Bretagne voulaient continuer avec la monarchie, mais avec un côté un peu plus accessible, plus détendu. Et c'est ce que Diana avait réussi à faire. Loin de la princesse triste qui faisait la une des journaux, ses deux fils racontent une femme espiègle, gaie, une mère très aimante. On se sentait incroyablement aimés, Harry et moi. Et je lui suis reconnaissant de sentir encore cet amour-là aujourd'hui. Elle pouvait se tenir d'un côté d'une pièce et nous, ses fils, à l'autre bout, on pouvait sentir tout son amour. Ses fils portent aujourd'hui cet héritage et représentent l'avenir de la couronne britannique. Dans un instant, la météo, puis tout le sport à 20h55, une comédie, les randonneurs, le Grand Soir 3 à 22h40, présenté par Francis Letellier. Je vous souhaite une très belle soirée, à demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.